De la diversification à l'évolution du vivant. Les espèces vivantes se comptent par millions, entre 8 et 12 selon les estimations, mais aujourd'hui, seulement 1,8 million d'entre elles sont identifiées et classées. Ces chiffres sont trompeurs et laissent entendre que l'on a toujours su comment s'y prendre. La classification actuelle résulte en réalité d'un long travail minutieux, progressif, continu, qui a pris plusieurs siècles. C'est ce que nous allons voir ici et nous allons commencer par reprendre les mécanismes de l'évolution que nous avons déjà vus précédemment. Alors dans le chapitre sur la diversification du vivant, je vous renvoie à la vidéo précédente, nous avons déjà vu un certain nombre de mécanismes qui rentrent en jeu. Les mutations génétiques, l'expression des gènes du développement, la polyploïdisation, les transferts horizontaux de gènes, les modifications comportementales, la symbiose et l'endosymbiose. Tous ces mécanismes sont à l'origine de la diversification du vivant. Et en fait, ils sont toujours le fruit du hasard, sans exception. Les variations qu'ils entraînent ne sont pas dirigées par une pression du milieu, même si certains événements, comme par exemple des agents mutagènes, peuvent augmenter la fréquence de ces variations. Donc au sein d'une population, c'est-à-dire un ensemble d'individus de même espèce vivant au même endroit, il existe alors de nombreuses versions de chaque caractère. C'est ce qu'on appelle la biodiversité, et c'est cette biodiversité qui est le point de départ de l'évolution. Deux mécanismes peuvent alors jouer. D'une part, la dérive génétique et d'autre part, la sélection naturelle. On va le voir très brièvement, je vous renvoie à des vidéos précédentes pour travailler dessus. Pour la dérive génétique, il s'agit de la variation au hasard de la fréquence des allèles, grâce au hasard de la reproduction sexuée, dans une population au cours du temps. La dérive génétique agit sur tous les allèles, mais son influence est plus importante sur les allèles neutres, c'est-à-dire les allèles qui n'ont pas d'incidence sur la survie ou sur la reproduction des individus. Sans pression de sélection, la fréquence dans la population évolue complètement au hasard, et plus la population est faible, plus la dérive génétique est marquée. Par exemple, lors d'une migration, l'isolement d'un petit groupe d'individus est à l'origine d'une nouvelle population de petite taille, dans laquelle les fréquences alléliques ne sont pas les mêmes que dans la population de départ. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. Ce phénomène peut même aboutir à la disparition de certaines couleurs du pelage et à la fixation d'une couleur unique. Alors à présent, la sélection naturelle. Donc la sélection naturelle, c'est une force directrice du changement évolutif. Elle va cumuler, orienter, trier les variations. Il s'agit donc en fait d'une variation non aléatoire de la fréquence des allèles dans une population au cours du temps. En fait, dans un milieu, certains allèles peuvent apporter un avantage aux individus qui les portent. Ceux qui favorisent la survie ou la reproduction d'individus dans un milieu donné vont être sélectionnés. On distingue du coup la sélection naturelle de survie et la sélection sexuelle. Reprenons notre population initiale de fluffies et imaginons que plus les antennes sont longues, plus la communication est facile. Ainsi, les allèles qui permettent la taille longue des antennes pourront apporter un avantage aux individus qui les portent et ils seront sélectionnés. On se retrouvera petit à petit avec des individus qui ont des antennes beaucoup plus longues que la population initiale. C'est de la sélection naturelle de survie. Après ces quelques révisions, nous allons travailler sur la création de nouvelles espèces ou spéciation. Alors tout d'abord la notion d'espèce. Il faut savoir qu'au cours du temps et au cours donc de l'histoire des sciences naturelles, la définition de l'espèce a toujours été sujet de débat et a changé au fil du contexte scientifique. Donc c'est un problème assez complexe puisqu'il y a une époque où on pensait que l'espèce était un concept fixe, c'est-à-dire que les espèces se présentent aujourd'hui telles qu'elles sont sorties des mains du Créateur. Il n'y a pas eu d'évolution, ça n'a pas bougé depuis. Donc cette position implique que Dieu a créé toutes les espèces, qu'elles n'ont pas varié et qu'aucune espèce nouvelle n'est apparue et qu'aucune espèce n'a disparu. Avec cette vision fixiste du monde, on peut faire apparaître deux définitions. Celle de Linné, par exemple, au XVIIIe siècle, qui pensait donc que toutes les espèces avaient été créées par Dieu grâce à des critères morphologiques qui permettaient de les distinguer et de les classer. Donc on appelle ça une définition typologique basée sur un critère de ressemblance. Et on peut mettre aussi en évidence une définition biologique. C'est le cas par exemple de Buffon qui, aussi au XVIIIe siècle, expliquait que la définition d'espèce était basée sur un critère d'interfécondité. Il faisait donc la définition suivante.
On doit regarder comme la même espèce celle qui, au moyen de la copulation, se perpétue et conserve la similitude de cette espèce, et comme des espèces différentes, celles qui, par les mêmes moyens, ne peuvent rien produire ensemble. Les deux définitions sont toujours utilisables aujourd'hui. Dans cette section de la zoothèque sont rassemblés les individus qui possèdent une étiquette rouge. C'est ce qu'on appelle les types. Donc, un type, c'est quoi? C'est le maître étalon d'une espèce. Tout le vivant est régi par ce système de la description des types. Lorsqu'on définit un type, on lui donne un nom. Et tous les individus qui ressemblent à ce type font partie de la même espèce et possèdent les mêmes attributs. Mange un tel, est mangé par un tel, transmet telle maladie, etc. Et le systématicien doit donc faire en sorte que chaque espèce soit désignée par un seul nom et que chaque nom désigne une seule espèce. C'est ce qu'on appelle une relation biunivoque. Et on a bien une définition typologique de l'espèce. On peut donc ajouter à ça la définition biologique. Une espèce est un groupe d'individus réellement capables de se reproduire entre eux et d'engendrer une descendance fertile. Donc là, ce n'était pas possible. Ici, clairement, c'est possible. Avec ces deux lapins, on peut avoir une reproduction. Donc, on peut les caser dans la même case. Donc, l'avantage de créer des notions d'espèces, c'est qu'on peut ranger des millions d'individus dans une seule boîte, à laquelle on attribue un nom latin unique. Donc latin, parce que ça évite les querelles linguistiques, c'est plus simple. Au cours des années 1800, Lamarck réalise que les espèces ne sont pas fixes au cours du temps. En d'autres termes, l'espèce est transitoire, et sa reconnaissance ou non comme entité naturelle est finalement affaire d'échelle de temps. Par là, Lamarck substitue du coup une pensée évolutionniste à la pensée fixiste de son temps. Et Darwin sera d'accord avec lui en cela. Il faut rajouter une notion importante à la définition d'espèce, et c'est la notion temporelle. Une espèce n'est définie que dans un laps de temps précis, parce qu'elles évoluent. Elles se transforment, donc elles évoluent par tous les mécanismes que nous avons vus tout à l'heure, dérive génétique, sélection naturelle, etc. Et c'est ce que nous voyons sur ce document. L'espèce 1 en jaune n'a existé que pendant un temps précis. Elle a laissé place par un phénomène de spéciation à une espèce 2 et une espèce 3. Par conséquent, donc, on peut ajouter à la définition des espèces qu'elles peuvent apparaître au cours du temps, c'est ce qu'on appelle la spéciation, alors que d'autres peuvent disparaître lorsque tous les individus meurent sans descendants, c'est ce qu'on appelle l'extinction. Alors comment se crée précisément une nouvelle espèce? Eh bien, on va avoir une barrière géographique ou comportementale à la reproduction qui peut apparaître entre deux sous-populations. Donc ces deux sous-populations ne vont plus ou très peu se reproduire entre elles, et petit à petit il va se mettre en place un échange génétique très réduit ou quasiment nul. Et par conséquent, chaque sous-population va évoluer sous l'effet des mutations, de la sélection naturelle, de la dérive génétique, indépendamment de l'autre. Elles vont accumuler donc de plus en plus de différences jusqu'à ce que la reproduction entre les deux populations ne soit plus possible, même si des individus se rencontraient. Il y a donc formation d'un isolement reproducteur et les deux sous-populations sont devenues des espèces distinctes. On peut également le représenter de cette façon-là si on précise les principaux types de spéciation. Par exemple, la séparation à cause d'un obstacle physique, ce que vous avez à gauche, puis au milieu par colonisation d'une nouvelle niche écologique, et enfin à droite sans isolement géographique, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un polymorphisme génétique à l'intérieur même d'une population. Alors on va voir un exemple particulier pour que ce soit un petit peu plus clair et aussi pour que vous voyez que ce n'est pas aussi simple et aussi structuré que ça. On va prendre l'exemple du pouillot verdâtre qui vit en Asie. Alors imaginons que vous ayez plusieurs documents à votre disposition. Ici la répartition des différentes sous-espèces du pouillot verdâtre. Ensuite, les différents types de champs du pouillot verdâtre que vous avez sur cette carte et qui sont également représentés sur le graphique. Puis ensuite, un autre document qui présenterait les motifs du plumage du pouillot. Et ensuite, un document qui montrerait l'étude de l'ADN mitochondrial des différentes sous-espèces concernées et qui confirmerait la divergence génétique des populations de Plumbei tarsus et Viridanus et qui expliquerait également que la colonisation de la zone au nord du plateau se serait faite par l'est et par l'ouest. On vous poserait alors une question qui serait comment expliquer que les deux sous-espèces Plumbei tarsus et Viridanus qui partagent en Sibérie centrale partiellement un même territoire ne peuvent pas se reproduire entre elles. Dit plus simplement, si A
est interfécond avec B et si A est interfécond avec C, est-ce que B est automatiquement interfécond avec C? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et il faut essayer de trouver les arguments dans les différents documents. Alors, tout d'abord, on commence par le contexte. Le pouillot verdâtre est un petit oiseau que l'on retrouve dans les forêts d'Asie centrale et de Sibérie, et dans ces régions, le pouillot existe en plusieurs sous-espèces voisines que nous voyons ici sur la carte. En général, ces sous-espèces sont interfécondes, mais pour deux sous-espèces, ce caractère d'interfécondité n'existe pas. Ces deux sous-espèces sont Viridanus et Plubeitarsus. Elles se situent au nord du plateau tibétain. Ces deux sous-espèces, bien que géographiquement voisines et se chevauchant même, comptent un certain nombre de différences et durant cet exposé, nous allons essayer de comprendre pourquoi ces deux sous-espèces ne sont pas interfécondes. Première information importante, l'étude des sonogrammes des différents sous-espèces qui nous montre que les champs des pouillots varient. Si on regarde plus précisément le graphique et qu'on part du principe que les couleurs correspondent aux sous-espèces et que PC1 et PC2 ce sont des axes de complexité du champ, alors on voit que les populations sud-himalayennes, donc en jaune, ont les champs les plus simples, donc faible PC1 et PC2, alors que les populations nord-himalayennes, donc en bleu et en rouge, ont des champs beaucoup plus complexes, mais que cette complexification s'est effectuée très différemment lorsque l'on considère donc la branche Est et la branche Ouest. Cette divergence conduirait du coup à des champs trop différents pour les populations de Viridanus et Plubeitarsus, entraînant ainsi peut-être un isolement reproductif. Voici ici le champ de Viridanus. Et voici celui de Plubeitarsus. Passons ensuite à l'analyse du document suivant. Nous voyons en 1 Viridanus et en 2 Plubeitarsus, et on observe des subtiles différences, des petites barres claires dans le plumage des ailes, lesquelles sont utilisées pour la communication. Donc une seule barre pour Viridanus et deux barres pour Plubeitarsus. On pourrait dire alors que la différence des chants des mâles et la différence de l'ornementation au niveau des ailes entraînerait pour les populations de Viridanus et Plubeitarsus un isolement reproductif, c'est-à-dire que les femelles n'iraient plus se reproduire avec le mâle de l'autre sous-espèce. On peut ajouter à cela l'étude de l'ADN mitochondrial qui confirme la divergence génétique des populations de Plubeitarsus et Viridanus. Et selon ces analyses, la sous-espèce A, tout à fait en bas, correspondrait à la population ancestrale. Elle occupe la zone sud du plateau tibétain. Et la colonisation donc, de la zone nord du plateau se serait faite par l'est et par l'ouest. On peut donc en conclure que l'accumulation des différences génétiques, morphologiques au niveau des ailes et au niveau du champ de ces animaux fait que on se retrouve avec une interfécondité entre les différentes sous-espèces, entre A et C et entre A et B, mais plus entre C et D. Donc finalement, le pouillot verdâtre remet un peu en cause notre définition d'espèce, car classiquement, on définit une espèce comme une suite d'individus interféconds. Mais là, dans le cas de ce développement en anneaux, certaines des sous-espèces ne sont plus interfécondes, mais elles font tout de même partie de la même espèce. En fait, la relation d'interfécondité n'est pas transitive, c'est-à-dire que c'est pas parce que A peut se reproduire avec B et A avec C que C peut nécessairement se reproduire avec B. Nous pouvons donc en conclure que le principe d'espèce n'est pas fermé et que le classement des espèces ne se fait pas uniquement grâce au principe d'interfécondité, puisque lors du développement en anneaux, comme c'est le cas pour le pouillot verdâtre, deux sous-espèces qui ne sont plus interfécondes font quand même encore partie de la même espèce. On peut également apporter un détail supplémentaire et dire que nous supposons évidemment qu'entre A et B, il n'y a pas de sous-espèces qui apparaissent parce que les populations auraient disparu à cause de la déforestation. Et là, notre analyse est complète. Voici ici un petit récapitulatif simplifié de l'évolution du pouillot verdâtre. Alors, il y a 10 000 ans, une population de pouillots verdâtres peuplait les contreforts sud de l'Himalaya. La migration vers le nord de cet oiseau fut bloquée par une barrière naturelle, la chaîne de l'Himalaya. Et au fil des générations, des flux migratoires se sont donc étendus pour contourner l'Himalaya
l'un vers l'ouest et l'autre vers l'est. Donc les populations à chaque extrémité de ce vaste territoire se rencontraient et se reproduisaient de plus en plus rarement et sont devenues graduellement deux formes distinctes de pouilleaux verdâtres. C'est ce qu'on appelle l'isolement reproducteur. Et plus les flux migratoires se sont éloignés de l'origine, plus les différences entre les populations sont devenues importantes. Aujourd'hui, les deux populations du Nord coexistent sans pour autant se reproduire. Et les chercheurs ont découvert en fait des différences significatives entre les signaux d'accouplement qui permettaient aux mâles et aux femelles de se reconnaître. Chez les mâles, par exemple, les chants utilisés lors des parades nuptiales sont devenus progressivement très différents. Et les ornementations, toujours chez les mâles, utilisées lors des parades nuptiales, sont devenues très différentes également. Tout ceci explique l'isolement reproducteur entre ces deux sous-espèces. Il s'agit donc ici d'un développement en anneau, c'est-à-dire que deux sous-espèces ne sont plus interfécondes, mais font encore partie de la même espèce parce qu'elles sont reliées par d'autres sous-espèces. Alors une fois qu'on a compris tout ça, on peut retracer des relations de parenté entre les espèces. On a dit que les espèces apparaissaient en s'individualisant à partir d'une espèce ancestrale suite à un isolement reproducteur, et il en résulte que ces espèces sont toutes apparentées les unes aux autres. Seul le degré de parenté entre deux espèces diffère selon les espèces considérées. Donc la phylogénie est une science qui vise à retracer les liens de parenté entre les espèces. La possession de caractères homologues, c'est-à-dire hérités d'un ancêtre commun et partagés par certaines espèces, et non par d'autres, permet de proposer des relations de parenté. Alors attention, un arbre phylogénétique est une représentation graphique des liens de parenté entre espèces. Il montre qui est proche de qui, et non qui descend de qui. Dans un arbre phylogénétique, toutes les espèces actuelles sont situées sur des branches arrivant au même niveau. Si elles arrivent avant, c'est que c'est des espèces qui ont disparu. Un nœud représente le plus récent, c'est-à-dire le dernier ancêtre commun à toutes les espèces qui sont issues de ce nœud. Et les innovations évolutives se placent toujours sur les entre-nœuds, c'est-à-dire juste avant le premier ancêtre à les posséder. Donc lire un arbre phylogénétique, c'est en fait être capable de préciser les parentés en les justifiant, donner les caractéristiques des derniers ancêtres communs, et enfin définir des groupes monophylétiques. Un groupe monophylétique réunit tous les organismes actuels et fossiles qui partagent une même innovation évolutive et l'ancêtre commun chez qui cette innovation est apparue. C'est le cas par exemple des tétrapodes comme nous pouvons le voir ici. Les groupes monophylétiques s'opposent aux groupes para- et polyphylétiques. C'est le cas par exemple des poissons. Le groupe est dit paraphylétique parce qu'il comprend un ancêtre et seulement une partie de ses descendants, et pas tous. C'est ce qu'on peut voir ici sur ce document. Et un groupe peut être dit polyphylétique lorsqu'il comprend un ensemble d'organismes excluant leur ancêtre commun le plus récent. C'est-à-dire qu'on va les réunir sur un caractère qui n'est pas un caractère homologue. Exemple, les animaux à sang chaud, qui réunit donc les oiseaux et les mammifères. C'est un groupe polyphylétique. En conclusion, nous pouvons dire que la biodiversité se définit comme produit et étape de l'évolution. Les espèces se transforment en permanence. Elles naissent par spéciation, elles disparaissent par extinction, et au cours du temps, elles se transforment grâce à plusieurs mécanismes évolutifs comme la sélection naturelle et la dérive génétique. Quant aux méthodes de classification, il convient de prendre du recul dessus. Il ne s'agit pas, comme pourrait le penser le grand public, d'un résultat biologique qui va de soi, qui s'impose de lui-même, où la méthode de travail n'est pas censée influer le résultat. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Alors que la classification a d'abord été vue comme un système de référence, invitant à une stabilité du savoir, en fait, la phylogénétique est un domaine de recherche permanente où on fait sans cesse de nouvelles découvertes. Voilà, nous avons terminé avec ce chapitre et je vous remercie de votre attention.